Le syndrome que je voudrais aborder dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est la recherche de fusion. La dépendance affective nous pousse à chercher la fusion à travers l'autre. Alors, on va voir dans cette vidéo quels sont les enjeux de la fusion, quels sont les bénéfices de la fusion et quels sont les dangers de la fusion. Et puis enfin, on verra comment en sortir. Alors, les enjeux de la fusion, c'est quoi? Eh bien, c'est ce besoin d'être reconnu à travers l'autre, admirare, de s'admirer à travers l'autre. C'est-à-dire que quand on est dans une relation où on recherche la fusion, on va vouloir être reconnu et reconnaître l'autre dans ce qu'il a de meilleur. On va vouloir donner la meilleure version de soi-même. Alors, c'est commun à toutes les relations de séduction, me direz-vous? Oui, peut-être. Mais ceci étant, quand c'est poussé à l'extrême, eh bien, ça devient une drogue, une véritable drogue. C'est-à-dire que on va avoir ce regard sur soi qui va venir combler de manière tellement profonde cette sensation de vide intérieur qu'on va en avoir besoin pour se sentir vivant en permanence. Et quand on ne l'a pas, on va le rechercher coûte que coûte. Et on va utiliser tous les moyens disponibles pour pouvoir parvenir à ses fins. Cette sensation d'être reconnu à travers le regard de l'autre et de vouloir être en fusion à travers l'autre nous pousse à des choses extraordinaires. On a énormément de mal, par exemple, à supporter que l'autre puisse vivre du plaisir sans notre présence. On a besoin de se sentir indispensable. On a besoin de savoir que l'autre est dépendant de nous parce qu'on sent bien que nous, on est dépendant du regard de l'autre. Ce principe-là, c'est quoi? Eh bien, c'est que quand on a une sensation de vide intérieur, on a une faille narcissique de reconnaissance de qui on est vraiment en tant qu'individu, de ce qui vit en soi, qui trouve souvent ses racines dans l'enfance d'ailleurs. Quand un enfant n'a pas été accepté dans ses émotions, dans sa colère, dans tout ce qui vit à l'intérieur de lui, eh bien, une fois arrivé à l'âge adulte, il a l'impression que personne ne peut le comprendre. Et donc, il va rechercher une personne qui va enfin pouvoir le comprendre et l'accepter, quel que soit ce qui vit à l'intérieur de lui, qu'il y ait des failles ou qu'il n'y ait pas de failles, peu importe. Ça va être son objectif principal et ça va être peut-être même la quête de toute une vie. Alors, ça, c'est la recherche de base pour combler cette faille narcissique de ce qui vit en soi. Bien sûr, hein, il y a des moyens pour en sortir, et pourtant c'est tellement commun. On peut se dire, mais que finalement, que vaut une relation amoureuse si ce n'est pas dans cette admiration réciproque? Il y a forcément une part d'admiration. Ce qui pose problème, c'est pas l'admiration, c'est l'excès qui est nocif. Ce qui pose problème, c'est que si intérieurement on se sent vide et qu'on n'aime pas sa vie, qu'on ne se sent pas réalisé dans sa vie personnelle, quand on est seul, eh bien on va chercher sans arrêt le regard de l'autre pour venir nous rassurer. Et on va vouloir un regard un petit peu factice. C'est-à-dire qu'on va vouloir montrer la meilleure version de nous-mêmes pour que l'autre nous regarde avec ses yeux d'admiration. Et on va tout faire pour se rendre dépendant. Et là, ça mène au symptôme le plus commun de ces recherches de fusion, c'est l'hyper-adaptabilité, la suradaptabilité. On va commencer à faire des choses qu'on n'aurait pas fait par soi-même. On va commencer à, passer son temps à faire plaisir à l'autre, à vouloir lui offrir des cadeaux, à vouloir lui faire des massages, à vouloir l'étouffer finalement dans sa vie. Et on va créer un déséquilibre. Et on rentre dans la dynamique du « suis-moi, je te fuis-moi, je te suis », qui devient infernal. Pourquoi? Parce que quand l'autre nous regarde, eh bien, on a besoin qu'il reconnaisse absolument tout ce qu'on est, et on va commencer à se confier même de manière démesurée à l'autre, même en le chargeant de choses qui sont, on va dire, de nos propres névroses, et qu'on devrait pouvoir garder pour soi. On va continuer à alimenter la relation avec ça, pour créer une véritable connexion, cette recherche de fusion, cette fameuse. On verra après que ça s'exprime également dans le domaine sexuel. Mais là, je parle de la dynamique globale. Donc, ce besoin de se suradapter pour pouvoir en permanence comprendre de quoi l'autre a besoin et lui donner avant même qu'il exprime son besoin. C'est-à-dire qu'on va chercher à anticiper son besoin, on va chercher à rendre l'autre heureux malgré lui pour créer cette relation de dépendance. Et malheureusement, au bout d'un moment, si l'autre détourne son regard et a besoin d'aller vivre autre chose ou vit du plaisir ailleurs, on ne se sent plus indispensable, on ne se sent plus utile et on va rentrer dans une logique d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on va vouloir culpabiliser l'autre de vivre du plaisir sans nous, consciemment ou inconsciemment, on va commencer à lui en vouloir, on va commencer à être aigri de voir l'autre heureux sans soi, parce que soi-même, on se sent malheureux. Et on voudrait que l'autre, finalement, soit comme nous, connaisse la même chose et connaisse ce même état de dépendance. Et on est à la recherche de cet être élu. Alors, au niveau de l'inconscient collectif, maintenant, d'où est-ce que ça vient, cette recherche de fusion ? Le romantisme n'y est pas pour rien. Et pourquoi le romantisme ? Parce qu'en fait, on a fait évoluer, on peut voir dans l'histoire que les relations amoureuses ont évolué au fur et à mesure des époques et sont passées d'une relation, on va dire,
de pérennisation de l'espèce dès l'instant où la sécurité quand la sécurité était en question. Donc par exemple, on faisait des enfants parce qu'on savait que dans le lot, il y en avait un certain nombre qui allaient mourir et qui n'allaient pas passer à l'âge adulte, et on en faisait un certain nombre pour avoir le maximum de chances que ces enfants arrivent à l'âge adulte et assurer ainsi la retraite des parents. Hein, c'était comme ça qu'on assurait la pérennité de la race, et puis surtout, ça permettait de l'espèce, ça permettait de garantir le nombre de chances possibles. Alors après, il fallait trouver l'ajustement entre les richesses qu'on avait pour nourrir toutes ces bouches-là, et puis le besoin de garantir sa succession, bref, sa retraite, le moment où on n'aurait plus été capable de continuer à avancer. Donc c'est un petit peu ça au départ, les relations amoureuses. Et puis petit à petit, la notion de sécurité, notamment le fait qu'on ait apprivoisé grâce à la technologie la nature autour de nous, a fait en sorte qu'on a pu aller un petit peu plus explorer la frivolité des émotions et des sentiments. Et dans cette nouvelle ère est né le romantisme. Alors le romantisme, c'est quoi? Eh bien, c'est une manière, j'ai envie de dire, magnifiée de présenter les émotions qui parcourent les individus au moment où ils s'unissent. Et on voit à travers l'histoire qu'à partir du siècle des Lumières on va dire à peu près la révolution industrielle, l'ère du romantisme a été de plus en plus croissante. Alors après, une fois arrivé à l'ère industrielle, les choses ont un petit peu changé, parce que là, la sécurité était vraiment très très loin derrière, et puis on a commencé à vouloir créer de la romance plus autour de la rencontre que de la relation en elle-même. Encore que, il y a eu, au niveau du New Wave, au niveau des années 70, ce nouvel élan, j'ai envie de dire, de romantisme qui encourageait la fusion, à savoir la recherche de l'âme sœur. Cette relation romantique trouve son apogée entre George Sand et Alfred de Musset, qui sont venus justement à Venise pour pouvoir essayer de consommer un petit peu leur relation passionnelle. Et on voit bien que tout ça, c'est l'expression névrose. Pourquoi? Parce que ça n'a pas fonctionné. Et à un moment donné, Alfred de Musset est parti s'enivrer et s'est absenté plusieurs jours, il est revenu complètement malade. Bref, c'est une histoire rocambolesque que vous pouvez suivre éventuellement si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça montre à travers l'histoire que ce couple d'écrivains, donc ceux qui ont laissé une trace, c'est pour ça qu'on les connaît, montre à quel point la relation de fusion, la relation de dépendance peut poser un problème. Cette recherche de fusion devient au bout d'un moment une perte de soi. C'est-à-dire qu'on s'oublie à travers la relation. On imagine bien que si on se fusionne, on est tellement en connexion avec l'autre qu'on s'oublie soi. Et c'est vrai que c'est agréable, notamment au moment de la relation sexuelle. C'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ça dans le background. C'est-à-dire que c'est dans l'arrière-plan, pardon. C'est toujours cette relation entre cette faille narcissique de reconnaissance de soi et ce besoin d'être dans la fusion avec l'autre pour oublier qui on est vraiment. Donc il y a cette dualité excessive de la reconnaissance de soi et de l'oubli de soi. Et ce paradoxe-là fait en sorte qu'on rentre dans une relation de fusion, ou en tout cas on est dans une recherche de fusion, en étant persuadé en plus que si on est avec la personne de sa vie, la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, eh bien on est avec son âme sœur, cette personne magique qui va venir combler nos carences d'enfance et avec laquelle on va trouver qu'à un moment donné, eh bien on se comprend plus. C'est-à-dire qu'au début c'est magique, on se comprend à demi-mot, on est là, on vit quelque chose d'extraordinaire, de passionnel, une fusion extraordinaire, mais vraiment d'une puissance phénoménale. Et puis au bout de quelques mois, on s'aperçoit que cette faille narcissique, elle a son effet inverse, c'est-à-dire qu'à force de vouloir trop fusionner, on a oublié qui on était vraiment. Et donc là, le soi commence à réexister parce que notre ego, qui est notre gardien de notre intégrité psychologique, est en train de lutter pour rejeter l'autre, pour dire non mais existe en tant qu'individu. C'est ce paradoxe entre vouloir être en fusion et vouloir être reconnu comme étant unique et différent de tout le monde. Et ce paradoxe-là va créer une dépendance dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'on va vouloir être sans arrêt en connexion avec l'autre et en même temps sans arrêt reconnu pour la personne unique que l'on est. Et soit on s'occupe pas de soi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on laisse les clés à l'autre de tout faire. Dans cette recherche de fusion, il y a un oubli de soi. Et cet oubli de soi, il est quand même assez problématique puisque la seule personne qui peut avoir conscience pleine et entière du soi, eh bien, c'est soi-même. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à se compliquer dans la relation très souvent. Les relations de fusion, les relations passionnelles se payent au prix de l'oubli de qui on est vraiment. On est dans la suradaptation. En permanence, on cherche à faire plaisir à l'autre. En permanence, on cherche à deviner l'autre. En permanence, on cherche à combler ses besoins avant même qu'il les exprime. En permanence, on ne laisse pas l'autre responsable de vivre des moments désagréables. On voudrait qu'il soit bien tout le temps, parce que s'il est bien tout le temps, on garantit que soi, on va être reconnu tout le temps. Et cette faille narcissique permanente commence à polluer la relation, parce que la vie n'est pas toujours un monde de bisounours. La vie n'est pas toujours de l'euphorie. Il y a par moments dans l'existence des moments délicats, difficiles à traverser. Et ces moments-là, eh bien, on a besoin de les traverser pour grandir soi, pour avoir une croissance spirituelle même quelque part, pour pouvoir augmenter son expérience de vie
vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa propre expérience, vis-à-vis de la conscience de ce qui vit en soi, vis-à-vis de son modèle du monde pour le faire évoluer. Et non, la fusion ne permet pas ça, parce que quand on est en fusion avec l'autre, eh bien on oublie le monde extérieur. Et en oubliant le monde extérieur, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus grandir. Et finalement, cette recherche de fusion, bien que beaucoup d'entre nous soient passés par là, et la recherche peut-être encore, peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, eh bien, se fait au prix de sa propre existence. Et là, pour moi, ça commence à poser un réel problème. Et ce réel problème, c'est quoi? Eh bien, c'est que par moments, on peut arriver à une forme de dépression. Cette dépression, ça veut dire qu'on n'a plus envie de rien. Si l'autre est là, je suis joyeux, je suis heureux, je suis rempli de vie, je suis animé, je suis reconnu pour qui je suis au fond de moi, de l'extérieur, je n'ai pas à faire cet effort d'aller écouter ce qui se passe en moi, et donc je peux m'imaginer le personnage magnifique que je suis, en tout cas que l'autre me renvoie, et quand l'autre n'est plus là, tous mes démons ressortent, je les vis mal, je ne peux pas supporter ce malaise intérieur, je suis en complète révolte de ce qui vit en moi, je vois toute ma part d'ombre qui ressurgit et je ne veux pas la voir, et donc forcément, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais rentrer en dépression. La dépression a deux avantages. Le premier dans cette situation, oui, parce que si elle n'avait pas d'avantage, on n'irait pas dedans. Hein. Même si c'est pas forcément agréable, elle quand même, à mon sens, elle comporte deux avantages. Le premier avantage de cette dépression, c'est que elle va nous permettre de faire ressortir ce qu'on ne veut pas voir le reste du temps et qui doit exister, c'est-à-dire nos parts d'ombre, nos défauts, nos problèmes, nos limites. Tout ça, ça doit ressortir à un moment donné. On ne peut pas vivre dans un monde d'illusion, on est obligé de vivre dans un monde de réalité. Donc notre inconscient nous ramène et nous plaque dans cette espèce de dépression. Cette dépression génère une perte d'envie. C'est vraiment le premier symptôme de la dépression, c'est qu'on n'a plus envie de rien, on n'est plus en vie, on n'est plus animé. L'autre ne nous regarde plus, on se sent mal, on ne se sent plus en vie. Et donc, on va se mettre en dépression, quelque part, c'est-à-dire plus envie de rien parce qu'on n'a plus goût à l'existence. Le seul goût qu'on peut avoir à l'existence, c'est la présence de l'autre. Et en faisant ça, ça c'est le deuxième effet de la dépression, eh bien on va faire une espèce de chantage affectif inconscient où on va montrer à l'autre qu'on n'est rien sans l'autre, qu'on a vraiment besoin de l'autre et que l'autre est nécessaire, la présence et le regard de l'autre est nécessaire et que s'il le détourne de nous, à ce moment-là, nous, on va pas bien. Et cette logique de chantage affectif inconscient est vraiment corrélée à la dépression. Donc, la non-envie, ça veut dire que quelque part, on a déchargé sa vie dans l'autre, donc ça permet de prendre conscience du symptôme et donc du problème, parce que donc la dépression, quand on se voit soi-même en dépression, on n'est pas bien, et ce mal-être, c'est pour nous dire il y a un problème dans la manière de gérer la relation, arrête de mettre sans arrêt toute ton énergie vitale dans les mains d'une autre personne, c'est ton énergie vitale, reviens là. C'est ce que notre inconscient cherche à nous dire à travers la dépression. Et l'autre chose, c'est que c'est un outil de manipulation massif, la dépression, parce que eh bien, quand on n'est pas bien, il n'y a que les gens pour qui on est important qui vont se sentir concernés. La dépression est un outil de manipulation inconscient, bien sûr. Hein. Je ne suis pas en train de vouloir culpabiliser les gens qui sont dépressifs. Je suis juste en train de dire que si jamais les gens qui étaient autour de nous ne prêtaient pas attention à cette dépression, c'est-à-dire que si personne n'en avait rien à faire, on ne trouverait pas d'utilité à rester dans la dépression trop longtemps et on en sortirait. C'est parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous regardent, qui nous plaignent, qui nous reconnaissent dans cet état de victime quelque part, qu'on va rentrer là-dedans. Et donc, si moi je suis pas bien, et je vais montrer que je suis pas bien, je vais déclencher chez l'autre cette compassion, cette empathie, ces neurones miroirs quelque part, qui vont faire en sorte qu'il va vouloir aider son prochain, aider la personne qui est en situation de faiblesse. Et donc, puisqu'on n'arrive plus à inspirer l'autre de par son propre rayonnement, parce qu'en fait on n'en a plus, puisque c'est le regard de l'autre qui nous l'apporte, mais soi-même on ne rayonne plus, on ne rayonne que dans la dépendance. Si l'autre détourne son regard, on va se mettre en position d'infériorité pour réattirer ce regard et se sentir bien à nouveau. Et on rentre dans cette dynamique infernale de « je ne suis rien sans toi » et quand tu es là, eh bien, je suis en fusion, donc je ne supporte plus, donc au bout d'un moment, je fais l'auto-sabotage et je te rejette. Et en tout cas, je vais créer une situation dramatique. Et c'est le paradoxe de ces relations fusionnelles, quand elles sont excessives. Alors, reconnaître l'autre, admirer l'autre, pourquoi pas, mais pas au détriment de soi, déjà, premièrement. Être dans une recherche de réalisation de soi sans l'autre, bien sûr, c'est évident. Pourquoi? Pour pouvoir nourrir la relation avec l'autre. Et ça permet d'éviter de tomber dans cette recherche de fusion permanente. Le rapprochement est intéressant, la fusion est dangereuse. Parce que la fusion, au bout d'un moment, mène à l'explosion. Vous savez peut-être qu'en physique, la physique nucléaire libère énormément d'énergie, la bombe nucléaire, mais aussi les réactions nucléaires qu'on peut trouver dans les centrales qui produisent de l'électricité. C'est une dimension de la physique qui est
très très énergétique. Et j'aime bien cette image parce que y a deux façons de gérer cette énergie. Il y a soit la fission, soit la fusion. Alors la fusion, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans notre Soleil, hein. Il y a deux atomes d'hydrogène qui fusionnent en eux et qui créent de l'hélium, et ça libère énormément d'énergie. Et puis, mais il faut beaucoup d'énergie au départ pour initier la réaction. Donc, très forte attraction, fusion, on crée une nouvelle entité, mais les deux atomes d'hydrogène ont disparu. Donc, si on prend l'exemple de la relation amoureuse, eh bien, si deux personnes fusionnent vraiment, elles disparaissent en tant qu'individus. Et ça, malheureusement, c'est pas possible. Nous sommes des individus, donc on est unique à part entière. On a besoin d'être reconnu comme étant unique, et pas l'unique, mais unique par plein d'autres personnes. C'est-à-dire que ces relations, toutes nos relations sociales nous apportent cette sensation d'être unique, d'être différent des autres. Et c'est pas forcément la relation avec une personne qui nous l'apporte, et c'est ça qui est important. Ça permet un petit peu la nuance. Après, la fission, pour reprendre mon image, la fission, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on a un énorme atome avec plein de particules dedans, et on va casser cet atome-là, et la partie va se séparer. Dans une réaction chaîne, il y a plusieurs séparations qui s'en suivent, et à ce moment-là, ça libère aussi beaucoup d'énergie. Bien oui, quand on a trop fusionné, au bout d'un moment, c'est plus possible, ça devient instable, et ça se fissionne quelque part. C'est ce qui se passe en physique, et c'est aussi ce qui se passe dans les relations amoureuses. On voit bien que quand un couple qui a été trop fusionnel éclate et qu'il y a séparation, ça se fait avec pertes et fracas. Il y a de l'énergie qui est libérée de partout, il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de l'aigreur, il y a tous ces ingrédients-là. On en veut à l'autre, finalement, et on en veut à l'autre à la hauteur de l'espérance qu'on a mis dans le couple en général, de cette recherche de fusion qu'on a mis dans le couple en général. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce symptôme très très violent de la dépendance affective qui est la recherche de fusion, en vous ayant quand même donné quelques pistes, c'est-à-dire que pour sortir de cette dynamique-là, même si c'est agréable, la question est de savoir si on a besoin ou si on a envie d'être avec l'autre. Si on a besoin d'être avec l'autre, c'est peut-être qu'il y a un petit travail à faire sur soi. Si on a envie d'être avec l'autre, c'est-à-dire que l'autre a le droit de nous dire non et on se sent pas rejeté soi, on ne le prend pas de manière personnelle, et bien à ce moment-là, on n'est plus dans le besoin, on partage des envies, et là ça devient toute une autre histoire. Une histoire dans laquelle l'harmonie peut exister, et non plus cette perte de soi dans la passion, dans le passion, ça vient du latin qui veut dire souffrance, hein. J'ai oublié le mot à l'origine de passion. Désolé, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, la passion, ça fait souffrir. Et la recherche fusionnelle mène à la passion, à la souffrance. Et c'est pas quelque chose qui permet cet amour avec un grand A dans lequel on va se sentir en harmonie, on va se sentir bien aux côtés de l'autre. C'est quelque chose qui mène à la destruction de soi dans un premier temps, puis du couple à la fin pour récupérer le soi. Et cet excès-là, comme tout excès, est nocif. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao!